Le Niger, en cette journée historique du 17 mars 2025, vient d'annoncer son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Quels sont les mots utilisés par le gouvernement du Niger pour annoncer cette information? Eh bien, je voudrais citer les mots exacts utilisés par le gouvernement du Niger lorsque, précisément, il a donné au monde cette information. Je vais sur la page du CNSP du Niger et je vous donne lecture du communiqué dont j'ai pris connaissance comme vous. Aujourd'hui même, 17 mars 2025. Le communiqué est signé de la République du Niger, ministère des Affaires étrangères et de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, le secrétariat général. Niamey, le 17 mars 2025, le secrétaire général à mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques et postes consulaires du Niger à l'extérieur. Objet, retrait du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que par note verbale numéro 003304 MAECNECABM en date du 7 mars 2025, le gouvernement nigérien a décidé souverainement du retrait du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie. Je vous saurai gré d'en informer vos juridictions respectives d'accréditation. Signé Monsieur Lawali Labo, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Voilà l'information telle qu'elle nous est donnée. Il y a donc tout d'un coup 3 questions qui doivent se poser. Qu'est-ce que c'est que l'OIF? Deuxièmement, pourquoi le Niger s'en retire-t-il? Troisièmement, quelles sont les conséquences de cette décision? L'OIF, c'est l'Organisation internationale de la francophonie qui rassemble, en réalité, la plupart des pays francophones du monde, anciennement colonies ou territoires sous tutelle française. La vocation formelle de cette organisation, c'est la promotion de la culture francophone, c'est-à-dire d'abord de la culture française à travers le monde, et par extension la défense d'idéaux considérés comme propres à la communauté francophone mondiale, idéaux de diversité et de métissage culturel, idéaux, nous dit-on, de démocratie, d'état de droit, idéaux de bonne gouvernance, de développement durable, bref, toute la bonne parole que l'Occident politique a prêchée ces dernières années dans le monde, notamment depuis le XXe siècle jusqu'à ce jour. Ça, ce sont les vœux, ce sont les objectifs idéaux de l'OIF. Mais dans la pratique, l'OIF a été conçu dans le cadre du dispositif d'influence de la puissance française, lorsque celle-ci a, sous la poussée des peuples, eh bien, concédé le processus de décolonisation. Et quand elle l'a détourné de sa vocation souverainiste authentique, indépendantiste authentique, pour essayer d'en faire une décolonisation, eh bien, truquée, une décolonisation manquée, une décolonisation déviée, une décolonisation sous forme de recolonisation. La puissance coloniale française, devenant néocoloniale après les indépendances formelles, a mis en place un système qu'on appelle, grosso modo, le système de la France-Afrique. Occupation militaire, par conséquent, contrôle physique des régimes africains, issus des anciennes puissances, des anciens pays coloniaux et des anciens pays sous tutelle coloniale de la France. Domination économique, et notamment à travers l'outil monétaire du franc CFA, monnaie française utilisée pour maintenir les richesses africaines au plus bas prix et ainsi garantir la mainmise prioritaire de la France sur les richesses stratégiques d'une quinzaine de pays africains. Troisième élément important de l'influence française, l'imposition par des guerres, l'imposition par les coups d'État, l'imposition par des rébellions, l'imposition par l'intimidation et le harcèlement diplomatique de dirigeants indésirés par leur propre peuple,
mais imposée depuis l'Élysée par messieurs de Gaulle et Foccart, à travers leurs nombreux hommes de main de ce qu'on appelle pendant longtemps le SDES et par la suite la DGSE. Quatrième élément important de la domination france-africaine, merveilleusement étudié par quelqu'un comme François-Xavier Verschave dans son grand livre « La France-Afrique, le plus long scandale de la République française », il y a donc la domination culturelle, le contrôle de la langue, le contrôle de la circulation des idées, le contrôle des prix littéraires, des prix scientifiques, le contrôle, pour ainsi dire, de la circulation des concepts afin de s'assurer que les Africains accepteront de patauger dans l'évolutionnisme colonial, que les Africains accepteront de se soumettre ad vitam aeternam au statut de subalterne dans une hiérarchie du monde où, dès le Conseil de sécurité des Nations Unies, ils sont tous assujettis à la plume de l'ancienne puissance coloniale, devenue puissance néocoloniale la France, avec son statut de penholder détenant ce qu'elle appelle pendant très longtemps son précaré, sa chasse gardée, africaine, ce qu'on appelle aujourd'hui le dispositif socle de la France en Afrique. Alors on a veillé, depuis les pseudo-indépendances des années 60, à imposer à la tête des pays d'Afrique d'expression officielle française, on a veillé à imposer autant que possible des élites corrompues, des élites opposées à l'indépendance, opposées au mouvement souverainiste, opposées au mouvement panafricaniste, opposées à la révolution africaine. Et pour cela, il fallait surveiller les idées. Cette surveillance des idées se faisait à travers, au minimum, 3 boucles. La première boucle, c'est la boucle médiatique. La vérité médiatique était estampillée à partir de Paris, par RFI, par France 24, par Jeune Afrique, par Le Monde, par l'AFP. Et c'est à partir de la place de Paris qu'était redistribué ce que médiatiquement on avait le droit de dire vers l'Afrique. Le plus court chemin entre les capitales africaines passait nécessairement par Paris, cela pendant plusieurs décennies, en termes d'information. Des journalistes faisant la une de l'actualité nationale en Afrique d'expression francophone, attendant que l'AFP publie les dépêches pour se servir et publier les dépêches au cœur de l'Afrique francophone. Le deuxième moyen d'influence intellectuelle, c'est donc l'Académie française et par extension toutes les organisations d'accompagnement, de surveillance et de promotion de la langue française. Il faut se souvenir que pendant la période coloniale et pendant la période néocoloniale, les Africains ont souffert de la répression linguistique. Ma génération, j'ai bientôt 53 ans, était encore fouettée à l'école pour avoir parlé ce qu'on appelait abusivement le patois, c'est-à-dire la langue de mes ancêtres. Quand je parlais ma langue maternelle, le bassa, à l'école, le maître prenait le fouet pour me frapper. Et c'est ainsi pour pratiquement toutes les générations qui m'ont précédé. Autant sous la période coloniale française que sous la période coloniale allemande, que sous la période coloniale britannique, la langue nationale était réprimée dans l'espace colonial, dans l'espace néocolonial. Par conséquent, imposer le français aux Africains avait pour ambition d'imposer le référentiel moral, éthique, spirituel, imposer le référentiel de la métropole aux nouvelles républiques formellement du bout des lèvres décrétées indépendantes. On en profitait pour surveiller, bien sûr, la circulation des idées, c'est-à-dire pour distribuer les prix, qui c'est qui méritait le Goncourt qui ne le méritait pas, qui c'est qui méritait tel grand prix d'Afrique qui ne le méritait pas, qui c'est qui méritait le Renaudot, qui c'est qui ne le méritait pas, qui c'est qui méritait le Féminin, qui c'est qui ne le méritait pas, qui c'est qui méritait d'être promu à l'Académie française, qui c'est qui ne le méritait pas, qui c'est qui méritait la Légion d'honneur, qui c'est qui ne la méritait pas, etc., etc. On a organisé tout un système de gratification et de non-gratification ayant pour but de surveiller le mental des Africains à partir des médailles parisiennes. C'est en fait l'extension du thème du vieux nègre et de la médaille, traité magnifiquement dans le roman de Ferdinand Oyono, qu'on a répandu dans le monde de la culture. Un contrôle de la culture dans les pays d'expression française à partir du système des prix.
Mais on est allé plus loin, on a mis en place un contrôle diplomatique de la culture. L'Organisation internationale de la francophonie ayant un impact sur les parlements, ayant un impact sur la conférence des ministres de l'éducation nationale de tous les pays francophones, ayant finalement en fait pour rôle de coordonner les activités de la communauté francophone mondiale, l'OIF a conservé la structure de l'empire colonial français. Mais c'était la forme culturelle de l'empire. Voilà la complexité de cette organisation. Pour ma part, je l'ai découverte dans toute sa couture, dans toutes ses dimensions les plus néfastes, à l'occasion d'une crise qui a éclaté après la démission de mon ami, frère et leader ivoirien, le président Guillaume Kibafori Soro, de la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Avant sa démission de la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro avait été élu vice-président de l'OIF et il était supposé passer à la tête de l'OIF. Selon les textes de l'OIF, quand on a été élu, quand on est éligible pour les fonctions de vice-président ou de président, on peut les exercer même quand on cesse d'être président du Parlement de son pays. Parce que le mandat international, eh bien, à la tête de l'OIF ou d'un organe de l'OIF court jusqu'à son terme. Peu importe la fonction que le parlementaire occupe à l'intérieur de son Parlement national. Ça, c'était les textes. Mais lorsque le président Guillaume Soro s'est opposé à la confiscation ad vitam aeternam du pouvoir de Ouattara Draman, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé, tout d'un coup, les amis d'Alassane Draman Ouattara, chef mafieux, qui a été, il l'a dit lui-même, porté ipso facto, illico presto à la tête de la Côte d'Ivoire avec le soutien du colonialisme, du néocolonialisme français, ses amis français, à l'intérieur de l'OIF, ont décidé de piétiner le règlement et de ne pas respecter les droits que le règlement de l'OIF reconnaissait au député Guillaume Kibafori Soro. De le déchoir de ses droits dans l'OIF pour faire plaisir au satrape Ouattara. On a alors eu l'occasion de voir que l'OIF, en réalité, et ce n'était pas le premier scandale, était une prolongation de la barbouzerie france-africaine. Mais il y a eu pire. Alors que le Rwanda s'est retiré de l'Organisation internationale de la francophonie et a choisi la langue anglaise avec le Kinyarwanda, tout naturellement, comme étant ses langues officielles, contre toute forme de démocratie, de représentativité du Rwanda à l'intérieur de l'organisation, eh bien, la puissance française a imposé une Rwandaise à la tête du secrétariat général de l'OIF. Incroyable. Comment pouvait-on imposer à la tête de l'OIF une ressortissante d'un pays qui avait déposé sur le bord de la route la langue française pour adopter l'anglais en lieu et place et par ailleurs pour se focaliser sur sa langue nationale, le Kinyarwanda. Comment était-ce possible? Uniquement parce qu'on voulait faire plaisir à Kagame, en tant que Kagame est le bras armé de l'Occident pour piller le Congo. Donc voilà quelques faits qui très rapidement me permirent de comprendre que l'OIF souffrait de la même maladie que toutes les organisations de la France-Afrique. C'était une organisation travaillée par l'absence de démocratie, travaillée par des discriminations. C'était une organisation en réalité qui souffrait de toutes les maladies du système néocolonial français. D'où nous pouvons répondre à la question, mais pourquoi le Niger s'en va-t-il? Le Niger est dans une dynamique d'émancipation. Il est dans une dynamique de souveraineté. Il est dans une dynamique d'indépendance pleine. En effet, dans ces conditions, sa place ne peut plus être dans l'OIF. Parce que la vocation de l'OIF à polisser les idées, à polisser les prix, à décider de ce qui est bon à penser ou pas bon à penser pour toute la communauté des pays utilisant la langue française, cette position est clairement une position impériale. C'est une position encore coloniale et néocoloniale. Le Niger, à l'intérieur de l'Alliance des États du Sahel, dit non à cela. Sa décision est donc logique parce qu'elle correspond à des décisions équivalentes qui ont été prises sur le terrain de la sécurité et de la défense, qui ont été prises sur le terrain de la diplomatie internationale. Nous ne sommes pas surpris. Maintenant, nous pouvons répondre à la troisième question.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant que le Niger a pris cette décision? Alors, d'abord, nous sommes habitués à savoir que les 3 pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ont une très grande convergence de lecture de leurs intérêts vitaux, de leurs partenaires stratégiques et de leur positionnement. Donc, je peux vous dire, sans risque de me tromper, que la première conséquence à laquelle on s'attend, c'est la démission en cascade des autres pays de l'AES, à savoir le Mali et le Burkina Faso. Car cela m'étonnerait que les raisons pour lesquelles le Niger a décidé de quitter l'OIF ne soient pas valables pour le Mali et le Burkina. Voilà la première conséquence qu'on attend. La deuxième conséquence, elle renvoie vraiment à des aspects pratiques. L'OIF est une organisation qui, globalement, était fortement représentée dans la plupart des pays. Il va y avoir, de ce point de vue, à repenser entièrement l'occupation de plusieurs cadres nationaux qui travaillaient dans cette institution. Donc il va y avoir des conséquences économiques. Il va falloir se préparer à réaffecter des cadres, des diplomates culturels. Pas seulement du côté français, mais également, bien sûr, du côté africain et notamment du côté des pays de l'AES. Donc il va y avoir des conséquences économiques à tout ça. Il y a des sites institutionnels entiers qui vont fermer. Donc va se poser le problème de la réaffectation des cadres, de la réaffectation des personnels. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que je ne serais pas surpris que, après que l'AES se soit littéralement engagé dans le même chemin de manière convergente, comme le Niger l'a fait, je ne serais pas surpris que d'autres pays africains, même y compris des pays qui sont actuellement membres de la CEDEAO, ou plus amplement membres de l'Union africaine, eux aussi se retirent de cette organisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait le bilan de l'aide que cette organisation aurait apporté aux pays africains et de ce que l'Afrique a apporté à la France, on se rend compte que rien qu'en prenant le terrain purement économique, jusqu'à cet instant, les échanges économiques entre tous les pays africains d'expression officielle française, les échanges économiques des pays africains d'expression officielle française et de la France sont excédentaires pour la France, déficitaires pour l'Afrique, globalement. Dans son commerce avec la France, l'Afrique francophone est perdante. Donc, en fait, incontestablement, dans le mouvement historique de rééquilibrage des relations franco-africaines, il est inévitable que toutes les institutions qui ont contribué à entretenir cette asymétrie, ce déséquilibre, il est inévitable qu'elles disparaissent. Je peux donc vous dire, sans risque de me tromper, que plusieurs autres pays africains vont sortir dans les prochains jours de l'OIF. Il n'y a pas que les pays de l'AES. Mieux, l'AES est dans une dynamique très puissante qui va également enclencher les autres dynamiques. C'est la sortie du franc CFA. C'est la fin du CFA en Afrique francophone. Lorsque la Confédération de l'Alliance des États du Sahel va porter l'estocade au franc CFA, ce ne sera plus qu'une question de mois, voire à peine d'années, pour les autres pays, que ce soit de la zone UEMOA, la zone ouest africaine ou de la zone d'Afrique centrale, pour mettre fin à cette aberration. Voilà les conséquences inévitables de la décision nigérienne. Et on pouvait s'y attendre, on peut s'y attendre. Tous les pays africains qui vont être gouvernés par d'authentiques panafricanistes révolutionnaires vont mettre fin à cette inféodation culturelle. Écrivez ça. Écrivez ça. Et sur ce point, c'est ce que je voulais clairement établir. Merci à celles et ceux qui l'ont compris. Godly men. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.